Il y a des gens qui vous marquent à jamais, qui vous inspirent pour toujours, par leur travail, leur philosophie ou leur histoire. Parfois pour tout cela à la fois et plus encore. Ce sont des personnes qui deviennent alors des mentors, des exemples à suivre. Guillaume Néry fait partie de ces gens-là. Apnéiste professionnel, quadruple recordman du monde d'apnée en poids constant, double champion du monde, ce n'est pourtant pas ses performances en compétition qui ont imprimé dans mon esprit une empreinte indélébile. Lors de sa tentative de 5e record du monde, Guillaume Néry se voit descendre à une profondeur folle de 139 mètres. Lors de la remontée, il est victime d'une syncope qui a bien failli lui ôter la vie. Après cet accident survenu dans des conditions inimaginables, l'athlète arrête les compétitions pendant 3 ans pour se concentrer sur la réalisation de courts-métrages exhibant la beauté du monde sous-marin. Guillaume Néry devient alors un conteur des profondeurs, un artiste qui aime dépeindre le grand bleu et illuminer les abysses. Il est la voix du silence des abîmes, le témoin d'un monde en péril. C'est un mammifère marin qui a le don de parole et nous fait cadeau des secrets de sa nature aquatique. On aimerait bien te suivre dans cette odyssée de quelques minutes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes sensations, à quoi tu penses et comment tu gères le souffle et la pression sur ton corps? Le souffle est très important avant de plonger. Donc dans les minutes qui précèdent la descente, je suis très concentré sur une respiration très calme, très lente pour diminuer ma consommation d'énergie. Être le plus calme et serein possible avant de plonger, c'est la clé. Donc ça se fait par la respiration. Et ensuite, dès que je pars, y a tout un tas de choses qui se passent dans le corps, la modification du métabolisme. Quand j'arrête de respirer, le métabolisme se met au ralenti pour un peu se protéger. Comme le corps comprend qu'il va y avoir une privation d'oxygène, il va l'économiser cet oxygène, on appelle ça le réflexe d'immersion. Et donc le cœur ralentit, le sang va être distribué différemment, il va se concentrer dans les organes nobles, les organes importants, vitaux. Donc ça se fait de manière réflexe, indépendamment de ma volonté. Ça se met en place dès les premiers mètres de la plongée. Entre 0 et 20-25 mètres, je me concentre sur mon rythme, ma vitesse, l'hydrodynamisme. Je sais que le voyage va être très long et donc tout de suite j'essaie de trouver le bon rythme pour être efficace, pour pas que la plongée elle dure 2 heures, mais en même temps avoir bien en tête que chaque petit brin d'énergie que je vais perdre, je l'aurai pas à l'arrivée. Donc du coup il faut être très économe, être efficace être efficace. À partir de 25 mètres, la pression commence à écraser le corps et mon corps devient plus lourd. Et donc du coup je profite de cette densité qui augmente pour me laisser couler. Et donc à partir d'une 30aine de mètres, je me laisse couler et je fais plus aucun mouvement. Donc ça, c'est le début de la phase qu'on appelle le chute libre, qui est une phase très agréable, parce que on arrête de palmer, on se laisse complètement happer par les profondeurs. Et donc là, moi j'ai l'impression de voler en fait, comme dans les airs. Donc on se sent très libre, très agréable. Mais en même temps, je sais que j'ai un voyage à faire, donc je reste très profilé, j'essaie de faire attention à la position de mon corps, j'essaie de rester très aligné pour glisser à une certaine vitesse. Et là, il y a la pression qui augmente, je sens le corps qui s'écrase de plus en plus. Là, c'est ultra important d'être dans l'acceptation, lâcher prise, surtout pas résister, parce que l'écrasement, je peux rien faire contre, je vais continuer à être écrasé. Si je veux résister à ça, je vais me faire encore plus mal. Donc pour pouvoir continuer, il faut se laisser complètement aller, et là je me concentre sur des petits détails techniques, équilibrer la pression au niveau des oreilles, et vraiment me laisser totalement engloutir par la mer. Et j'arrive en bas. En bas, c'est étonnant, mais je suis dans un endroit où il fait froid, il n'y a pas de lumière, la pression est énorme, mais je ressens pas l'envie de respirer. Je suis assez bien, mais pour autant, je reste pas et je traîne pas au fond parce que je sais que j'ai un retour à faire. Donc c'est un sentiment qui est assez incroyable parce que je prends le temps de regarder partout autour de moi. C'est comme si j'étais en plein milieu du cosmos, quoi. C'est assez incroyable. C'est assez unique comme vision. Donc ça me permet je reste la tête sous les épaules. Je sais que c'est pas ma place et que il faut que je remonte. Et donc voilà, j'entame la remontée. Pendant la remontée, je suis concentré sur être profilé parce que je sais que j'attaque la deuxième partie du voyage. Je sais que j'ai déjà entamé une partie de mon énergie. Je sais que ça va être dur puisque
j'ai coulé pendant la descente et donc la remontée va être physique, parce que si je palme pas, je recoule. Donc du coup, c'est la partie très très physique. Donc là, je mobilise tout ce que j'ai mis en place pendant mes entraînements pour être efficace, quoi, hein, extrêmement profilé, aligné. Et puis je palme. C'est dur parce que parfois j'ai envie de respirer. Souvent j'ai envie de respirer, il me reste des profondeurs, j'ai mal aux jambes. C'est des moments où le corps se réveille, mais il faut rester centré sur le présent. Ne pas regarder vers la surface, ne pas être dans l'attente de la surface parce que sinon je vais être déçu et la surface est encore loin. Et donc je reste sur chaque coup de palme l'un après l'autre. Quand j'arrive à 30 mètres, l'envie de respirer est bien présente. Et là, j'ai mes apnées de sécurité. Donc, c'est un moment un peu réconfortant. Je me dis, ça y est, je suis entre les mains entre de bonnes mains. Et là, j'essaie de me calmer, de ne surtout pas accélérer, voire même de ralentir sur la fin pour vraiment être sur l'économie d'énergie maximale et préparer la sortie. Et quand j'arrive en surface, hop, je peux respirer. Et voilà, c'est le moment où je respire, c'est grande bouffée d'air. Encore. Si, I'm okay. Et où? Encore. New French record. Bravo. Justement, en parlant des apnéistes de secours, plusieurs fois ils t'ont secouru au cours de ta carrière en compétition. Mais s'il y a vraiment une fois où ils t'ont sauvé la vie, c'est le 10 septembre 2015, pendant ton accident qui a été assez médiatisé. Tu as tenté un 5e record du monde, mais cette fois-ci tu fais une syncope à moins de 10 mètres de la surface. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors ce jour-là, effectivement, je tentais de battre le 5e record du monde. 2 jours avant, j'avais réussi à battre mon propre record personnel, à battre un record de France à 126 mètres. Donc c'était à cette époque-là la 2e plongée la plus profonde de l'histoire. Moi j'allais toujours d'ailleurs. Oui, j'ai toujours le 2e, on va dire, celui qui est juste derrière le record du monde. Et donc du coup, j'étais en position pour pouvoir annoncer 3 mètres de plus et tenter de battre ce record. Sur une compétition comme celle-ci, on annonce sur un bout de papier la veille ce qu'on doit tenter. On descend le long d'un câble, ce câble est mesuré, et donc le jour où on plonge, les juges, l'organisation, descendent le câble à exactement la profondeur que l'on a demandé. Donc moi je donne 129 mètres, donc on me met le câble à 129 mètres. Donc je ne pose pas la question, on ne se pose jamais la question avant de plonger de quand est-ce qu'on décide de s'arrêter, ou on se demande pas si on va aller plus loin, moins loin. On essaye d'aller à la marque que l'on a demandé. Si on se sent pas en forme ce jour-là, on est tout à fait en capacité de pas y aller ou de s'arrêter avant. Par contre, quand on arrive en bas, c'est le maximum que l'on peut tenter. Et un record du monde est battu que si on va à une profondeur que l'on a annoncée. Et donc je plonge ce jour-là, les conditions sont assez bonnes. Pendant la descente, à l'approche du fond, je me dis que l'apnée commence à être un peu longue, j'ai l'impression que ça dure et j'ai quand même, à force de toutes ces années de pratique, une certaine perception du temps qui passe et moi je n'utilise pas d'alarme pour m'avertir de la profondeur à laquelle je suis pendant la descente. J'ouvre pas mes yeux, en tout cas je ne regarde pas, je ne compte pas le nombre de mètres qui défilent. Donc c'est vraiment en lien avec la sensation qui devient très très fine avec l'expérience. Mais bon, ce jour-là, au-delà de 120 mètres, je commence à me dire, c'est long, c'est bizarre, là je devrais arriver. Et puis je mets ça sur le compte du fait que c'est une nouvelle profondeur, du fait qu'avant de plonger, j'avais vu qu'il y avait un petit peu de courant. Je me suis dit que j'avais été ralenti. Et à un moment donné, je me dis, c'est pas possible, là je dois être arrivé, je lève un peu la tête vers le bas et je vois qu'il me reste que 3-4 mètres. Je décide d'y aller et je récupère en bas une petite plaquette qui va attester que je suis allé au fond. C'est un peu un témoin que je dois, sur chacune des plongées, ramener en surface. Et puis j'entame le retour et à une dizaine de mètres d'arriver à la surface, je perds connaissance, donc je fais ce qu'on appelle une syncope. Et c'est là que les appuis de sécurité sont essentiels. Elle me récupère, puisque quand je fais une syncope, je perds connaissance. Donc vraiment, je m'évanouis sous l'eau, concrètement. Et s'ils ne sont pas là, je peux me noyer. Enfin, je me noie même.
Donc il me récupère, il me ramène à la surface, un peu dans l'incompréhension. Je sens que je souffre, je sens que j'ai un œdème au niveau des poumons, donc ça je crache du sang. Et là c'est l'incompréhension parce que 2 jours avant, les 126 mètres s'étaient très bien passés. Et je comprends pas comment je peux faire un accident aussi grave. Et passé le désarroi, j'essaie d'analyser ça, je regarde ma montre, mon profondimètre, mon ordinateur, et là je lis 139 mètres au lieu de 129 mètres. Et je réalise que l'organisation s'est trompée de 10 mètres dans la mesure du calcul, ce qui explique la gravité de mon accident. Je pense pas que je vais te surprendre si je te dis que je t'ai découvert il y a 3 ans sur YouTube justement avec One Breath Around the World. Avec One Breath, ouais, okay, bien sûr. Un film absolument magnifique que tu as réalisé avec une autre apnéiste professionnelle, donc Julie Gauthier. Et quand j'ai vu le film, j'ai littéralement pris une claque. J'en ai profité pour voir tes autres réalisations que tu avais fait, donc Free Fall ou Ocean Gravity par exemple. Tu as même tourné un clip avec Beyoncé. Et quel message tu veux faire passer à travers ces courts-métrages? Parce que ça va au-delà de l'apnée, ou en tout cas du côté sportif de l'apnée. Alors à la base, c'est vraiment une œuvre artistique. Vraiment l'idée, il y a rien d'autre comme message que de vouloir essayer d'être le plus créatif possible et de montrer la beauté du monde sous-marin et de montrer la relation de l'humain que j'incarne dans ces films-là avec le monde sous-marin dans des endroits insolites. Vraiment, c'est transporter le spectateur dans une autre dimension et essayer d'apporter du rêve, sauf que on le fait de manière réelle, quoi. C'est pas Avatar avec des effets spéciaux, tout est 100% réel. Et je pense que vraiment l'intention première, elle était là. Après, derrière, on s'est rendu compte que le pouvoir de ces images-là, de ces films, c'était de faire connaître à la fois l'apnée, à la fois le monde sous-marin, et que ça avait la capacité ces films avaient cette force de pouvoir faire réfléchir, de pouvoir émerveiller les enfants, et c'est vrai que ce sont des images dont je me sers pour appuyer un constat et essayer de partager la réalité de la crise environnementale, de ce qui menace les océans aujourd'hui. Mais j'ai surtout pas envie de me servir de ces films en disant ce sont j'ai pas fait ces films-là pour la protection des océans, par exemple. Parce que pour protéger les océans, il faut faire bien plus que des films. Bien sûr. Après, si ces films-là peuvent servir à cette cause, évidemment, c'est formidable. Hein. Mais vraiment, il y a vraiment une intention artistique au départ. Tu as le privilège de jouir de toutes les beautés du monde sous-marin avec une liberté qui est presque totale comparée aux gens qui ont des bouteilles et tout. Toi, c'est vraiment avec une simple inspiration que tu descends. Et est-ce que, je sais que c'est vraiment lors d'une plongée au milieu de requin-marteau que tu as eu un déclic et que tu as réalisé que on vit dans une société où on domine le reste du vivant, en tout cas on essaie de l'exploiter au maximum. Est-ce que la situation actuelle, elle t'attriste? Et est-ce que tu as peur pour l'avenir et notamment le futur de ta fille? Oui, je suis assez... je veux pas dire pessimiste, je suis juste assez réaliste sur le fait que je suis dans une situation compliquée. Je donne aucune leçon parce que je fais totalement partie de ce monde moderne. Je voyage. Je me place vraiment pas au-dessus et je pense que c'est une problématique qui est globale, qui date d'il y a très longtemps au final. Le rapport que l'on a établi avec la nature, ce rapport de domination, il est vieux. Alors c'est pas tous les humains, mais c'est l'homme, je dirais moderne occidental qui établit ce mode de fonctionnement-là. Et donc c'est tellement ancré que pour déconstruire tout ça, c'est un énorme travail. C'est pas juste faire des petits ajustements. C'est repenser totalement le lien que l'on a avec la nature. Et nos sociétés. Et ça commence, et je pense que ça commence par réapprendre à se fondre complètement dans la nature. Et l'apnée, pour moi, c'est un outil où je me fonds complètement dans la mer, aller se baigner dans la mer, aller marcher dans des forêts de manière la plus simple possible, sans technologie, sans rien, pour juste réapprendre à réaliser qu'on est on est des animaux, on est une forme du vivant qui vivons au cœur d'un ensemble du reste du vivant. Et c'est vrai que notre développement très urbain dans les villes nous a déconnecté de tout ça. Donc on peut essayer de faire mieux, de prendre des voitures électriques et de rouler en vélo. Si on repense pas totalement à la manière, le lien avec la nature, ça va être compliqué.
on parle de la problématique qui se passe sous juste le nom du climat, mais c'est pas qu'une sorte de climat. Ouais, la perte de la C'est biodiversité. la biodiversité, c'est toutes les pollutions chimiques, et c'est pour moi la destruction du vivant, c'est le problème numéro 1. Évidemment, le changement du climat détruit aussi le vivant, mais on a souvent tendance à penser que si on règle cette sorte juste de réchauffement climatique, finalement, on a tout réglé, mais non, la problématique elle est bien plus large et grave. Donc oui, on a rencontré des pêcheurs traditionnels aux Philippines. On se rend compte que leur mode de vie qui est ancestral est menacé parce que il n'y a plus rien dans la mer, parce que les mers sont vidées par la pêche industrielle. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Des épisodes de blanchissement de coraux d'une année sur l'autre dans les tropiques, je l'ai vu aussi. La Méditerranée qui se réchauffe d'année en année, je l'ai vu aussi. Donc voilà, l'impact de l'humain, il n'a pas vraiment de limite. La pollution plastique, j'en parle pas. Ouais, ça. Donc c'est vrai que c'est un peu à tous les niveaux finalement que les indicateurs sont assez mauvais. Quel projet t'as prévu pour les prochaines années, enfin même les prochains mois? Je sais que t'es parti dans le Pacifique là il y a quelques semaines. Ouais, j'ai un film que j'ai tourné en court-métrage avec un réalisateur californien qui est en cours de montage, là, un petit court-métrage, un peu dans le même esprit que les autres. Il va sortir sur mon rapport avec le Pacifique, avec la mer, avec l'océan. J'ai un projet d'écriture de livre là j'ai vraiment très envie d'écrire aujourd'hui, donc ça c'est un peu ce qui est à l'ordre du jour. Donc je suis en train de mettre en place mon prochain voyage qui me permettra d'avancer sur ce projet d'écriture. J'en dis pas trop encore parce que c'est fragile. Ouais, très bien. Mais c'est un peu ce qui occupe mon esprit en ce moment. Ah, j'ai hâte de voir tout ça. Là. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Avec plaisir.